Bonjour à tous. Tout d'abord, je m'appelle Oudi Keita. Je suis étudiante en deuxième année à Grenoble École de Management et je suis aussi membre de l'association J'aime en débat, qui est la tribune étudiante de Grenoble École de Management. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Amadou Djo pour la conférence L'Afrique et ses devenirs. Donc tout d'abord, Monsieur Amadou Djo est le président et le fondateur du groupe ISM, qui est la première business school d'Afrique de l'Ouest. Donc Monsieur Amadou Djo aujourd'hui aura l'honneur de développer différents axes qui montreront que l'Afrique a su capter ses ressources afin de devenir plus qu'un continent en devenir. Donc je vous demande d'accueillir Monsieur Amadou Djo, s'il vous plaît. Merci. Merci Oudi. Merci Oudi, merci à vous d'être là. Je retrouve des visages connus, des amis, d'anciens élèves. Et donc c'est un honneur pour moi que d'être aujourd'hui, de participer à ce festival. Alors, moi j'aime bien ce titre, Festival de géopolitique, donc on va essayer d'être le moins universitaire possible et de passer un beau moment ensemble. Le principe, je crois que je dois parler beaucoup et vous laisser un peu de temps. Alors on va l'inverser, je parlerai un peu et je vous laisserai beaucoup de temps. Parce que moi aussi j'ai besoin d'apprendre de toutes les personnes qui sont là. L'Afrique et ses devenirs, oui, j'ai proposé ce thème-là avec quelques collègues. Depuis quelques mois, nous travaillons sur le sujet, l'Afrique et ses devenirs. Alors, l'image qui est là, alors je vais présenter une série d'images. Depuis, sur les 2-3 dernières années, nous participons à des rencontres un peu partout dans le monde. Ça va de Singapour à Boston, de Paris à Cape Town, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Il semble donc que ce continent, qui a eu pendant longtemps cette vilaine image du rire banania, aux guerres, aux maladies, etc., soit devenu fréquentable d'un coup. Voilà, tout le monde parle de l'Afrique. Et effectivement, il y a 10 ans, des jeunes qu'on rencontrait, lorsque je rencontrais les jeunes cadres ici, en France, l'Afrique, ça ne leur disait rien. Aujourd'hui, vous parlez aux jeunes Européens, voilà, tout le monde veut venir voir l'Afrique. L'Afrique, qu'est-ce qui se passe? On parle de taux de croissance extraordinaire. Que se passe-t-il sur ce continent? Je ne reviendrai pas sur les aspects liés à la communication, les drames, les migrations. C'est encore là, mais heureusement, nous sommes tous un peu plus réalistes et nous nous posons des questions, comme ce jeune Africain peut se les poser, ce continent. Quel rapport aujourd'hui entre l'Afrique et les autres continents? Quelle place pour l'Afrique dans le monde? Quel monde sans Afrique? Quel apport de l'Afrique au grand rendez-vous du donner et du recevoir? On pourrait passer, je pense, des semaines. Ce serait rien que chacune de ces questions pourrait être un thème de colloque. Donc, nous allons juste essayer de dégager quelques axes et de partager avec vous. Et je le dis surtout de vous écouter. Je dis que, on nous dit souvent, voilà, vous êtes indépendant depuis 50 ans et on ne voit rien. Et moi, je dis, nous avons tous vécu quand même une sorte de trauma. Il y a une histoire, et dans cette histoire, permettez-moi juste, on ne restera pas longtemps sur le rétroviseur, il y a à peu près 500 ans quand même de domination sur un continent. Dans la ville où j'habite, Saint-Louis, nous avons eu les Portugais, les Anglais, les Français, les Anglais, les Français, etc., etc. Donc ça, pendant 500 ans, à la suite de cela, 50 ans d'indépendance, ça ne se règle pas si vite. Soyons un peu plus tolérants. On oublie trop souvent qu'il s'est passé bien des choses avant et surtout, on a oublié d'enseigner au monde l'Afrique. Parce que l'Afrique, à mon avis, a fait l'effort de savoir ce qui se passait ailleurs. Nous tous, sur le continent, les Carolingiens, les Mérovingiens, l'Empire austro-hongrois, on connaît tout ça. On l'a appris. Qui en Asie, qui aux États-Unis et qui en Europe a appris la véritable histoire d'Afrique? Donc il y a une démarche existe, bon gré, mal gré, on n'avait pas choisi, mais on a appris le monde. On nous a appris à apprendre le monde.
mais ailleurs, a-t-on appris l'Afrique? Je prends ce texte qui date du XIIIe siècle, qu'on appelle la Charte du Mandé. En termes de constitution, aujourd'hui on parle de constitution, au XIIIe siècle, dans le royaume du Mandé, il y avait une constitution autour de ces 7 articles. D'actualité totale aujourd'hui, XXIe siècle. Toute vie est une vie. On a beaucoup parlé de la peine de mort, qu'est-ce qu'on doit en faire? Au XIIIe siècle, la question était traitée déjà sur le continent africain. Le tort demande réparation, la justice, pour ceux qui sont passés en prépa, ce grand sujet, la justice, traité au XIIIe siècle, pratiquée, etc. Donc vous avez une série d'articles qui déjà, au XIIIe siècle, étaient pensés en Afrique. Et ça, on ne l'a jamais enseigné. Maintenant, je crois qu'en droit, on commence à parler un peu. En droit de l'homme, on commence à parler un peu de cette charte qui existait avant que la colonisation intervienne véritablement. Kankou Moussa, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici. Dans l'histoire, on pense que ça aurait été l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Il fait un pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle. Il se déplace avec 60 000 personnes. Son déplacement joue sur le cours de l'or. Il arrive en Égypte avec tellement d'or que le cours de l'or chute en Égypte. Enseigné nulle part. Et pendant ce temps, je vous le dis, les Africains apprennent le monde, mais on n'a pas enseigné suffisamment l'Afrique. Et je parle de traumatisme. Cette image symbolise notre traumatisme. Le dandy africain imitant l'occidental qui était arrivé, c'est le traumatisme. Et ce traumatisme ne s'efface pas, je vous le dis, en 50 ans. Je vais assez vite, c'est pour qu'on puisse parler, c'est pour avoir juste des repères historiques. Et puis il y a eu cette sorte de leurre, les années 60, ce qu'on appelait le soleil des indépendances, on y a tous cru. Il y en a un qui avait tiré la sonnette d'alarme, René Dumont, en disant que nous étions mal partis. Et en fait, c'était une fausse alerte. 1960, ça a été une fausse alerte. On a eu droit à ces photos des chefs d'État posant comme le général de Gaulle devant une bibliothèque, avec les décorations. On a eu droit à des choses un peu plus graves, ceux qui ont imité de Gaulle, mais après ceux qui ont même imité Napoléon. Fausse alerte. Et à ce moment, un de mes amis, collègues, professeurs, pose la question, dit « Mais sommes-nous indépendants ?» Dans certains de nos pays, jusqu'il y a quelques années, je prends le cas dans quelques pays, jusqu'il y a quelques années, le conseiller juridique du président de la République était détaché par la France, en Afrique. Imaginez aujourd'hui que le conseiller de Hollande, conseiller juridique de Hollande, soit désigné par Obama. Impensable. Et c'est ce qu'on vit sur le continent. Donc, c'est pour ça que je parle de traumatisme. Et le symbole du traumatisme, quand je pense à celui-là qui a imité Napoléon, mais avec le soutien de l'Europe. Autre questionnement, donc à travers le monde, j'ai essayé de voir, j'ai discuté, j'ai été voir les gens, et je vais en Asie, et je leur dis, faites-moi une carte du monde. Moi, j'avais appris, map monde, Afrique au milieu, ça rayonnait, et puis le reste à côté. En Asie, voilà la carte qu'on me présente. L'Afrique, c'est ce truc loin là, lointain. On ne connaît pas. Et on se pose un certain nombre de questions. Mais je veux dire, on ne va pas rester sur le rétroviseur. Il était important de camper qu'il y a eu une histoire, 500 ans de domination, 50 ans d'indépendance. Mais on ne va pas rester à cela. Et j'ai rencontré, je vis avec des jeunes, la question que l'on se pose, l'Afrique essaie de devenir. Il y a de cela 3 mois, nous avons réuni 2000 jeunes avec mon collègue Alpha Dia face à nos gouvernants, ceux qui avaient dirigé, ceux qui font le Sénégal d'aujourd'hui. On leur a demandé de rêver. Et effectivement, avec eux, nous avons essayé de rêver l'Afrique du futur. Le rêve d'Afrique. Et leur rêve d'Afrique, à eux, il est tout en couleur. Ils étaient 2000, là vous en avez quelques-uns. Vous avez ces sourires, ces jeunes filles. Ça a 21 ans, 22 ans, et ça parle de l'Afrique, ça dessinait l'Afrique de 2050. Nous les avons écoutés, et je revois ce moment encore où je parlais, l'une d'elles est venue prendre le micro. Dit, vous parlez depuis ce matin, Président, vous parlez depuis ce matin.
On a des choses à dire. Vous avez fait, vous avez posé vos actes, vous avez essayé de diriger, vous avez échoué. Vous, nos aînés, laissez-nous essayer. Elle avait 21 ans, celle qui parlait. Et moi, je crois en cela. Et c'est de cette jeunesse que je voudrais que l'on parle pendant un moment. Mon aîné, Souleymane Bachir Diagne, grand penseur, philosophe, dit que l'école est la fabrique des devenirs. Et je pense que Emmanuel Kamdem, moi-même, qui sommes ici, qui œuvrons pour une Afrique nouvelle, qui accompagnons cette jeunesse, nous avons cette lourde mission de diriger les fabriques de devenir. Souleymane Bachir Diagne, philosophe exceptionnel, professeur à Columbia aujourd'hui, normalien. Graines d'Afrique. Avec quelques jeunes aussi, nous avons monté une fondation et je visite les écoles primaires publiques. Je suis de la ville, j'ai toujours vécu en ville, mais ça fait du bien d'aller mesurer les réalités dans ce qu'on appelle les abris provisoires. Et c'est là que l'Afrique pousse. Quand ils sont à 4-5, vous savez, autour d'une table, ils essaient d'apprendre. Lorsque l'instituteur me regarde, me dit tous les vendredis, je fais 17 km pour charger mon téléphone. Je dis là, c'est là que l'on fait naître l'Afrique. Il ne faut pas louper cela. Mettons les bonnes graines. Et nous avons mené les réflexions avec diverses personnes, et notamment l'Institut des futurs africains, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Alioune Sall. Plusieurs mois de travail, et il dégage quelques pistes. Je vous présente ça très rapidement. Le groupe de travail dégage quelques pistes. L'option 1, on prend l'image du lion, c'est l'image du Sénégal, c'est l'image du Cameroun, le lion. Option 1, les lions pris au piège. Ça veut dire ce qu'on vit aujourd'hui, on continue, on est là, Afrique sous perfusion, les bailleurs de fonds sont là, la Banque mondiale assiste, et puis on subit. On subit. Ça, c'est une option catastrophique. La deuxième option, deuxième scénario, ce qu'on appelle les lions faméliques. C'est aujourd'hui Sierra Leone, Somaliland, ces pays, la guerre, des États quasi inexistants, des chefs de bande, des troupes qui essaient de diriger les pays. Catastrophe. Que Dieu nous en garde. Une option sympa. Le lion sort de sa tanière. L'Afrique décide d'entrer dans ce phénomène de mondialisation, mais en renonçant à ses valeurs. Voilà, ça se passe comme ça dans le monde, faisons comme tout le monde. C'est un choix, mais le lion, à ce moment, de temps en temps, on se dit, mais ce n'était pas si mauvais que ça, les valeurs qu'on avait, notre culture. Mais c'est un choix, le lion. Donc, option, mondialisation, on est là-dedans et on suit. Avec succès, hein, ça peut se passer aussi. Et celle de mes jeunes étudiantes. Le lion marque son territoire. Voilà, et je voudrais qu'on parle un peu de ça. L'Afrique décide de marquer son territoire, d'être au rendez-vous du donner et du recevoir, pour parler comme le président Léopold Sédar Senghor, d'être là, d'apporter quelque chose, d'apprendre, mais d'être là et de marquer sa présence. Pour cela, des intellectuels s'y sont mis, Felwine Sarr, Afrotopia, qui vient de sortir, Achille Bembe a écrit sur ces différentes questions aussi, et je suis aujourd'hui, moi, partisan de cette formule, et j'essaie de voir quels pourraient être les acteurs. Acteur numéro 1, à mon avis, les femmes. Elles le font. Elles ont commencé. On a vu au Burkina, on les a vues dans les marchés de Cotonou ou Lomé. Elles ont mené bien des révolutions, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'histoire de mon pays, on a cette dame qu'on considérait comme la passionnariat sénégalaise, Soukaina Konaré, qui disait déjà, entre les deux guerres, au moins, elle poussait les hommes en politique, trop qu'on opagne contre vos pantalons, si vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas suffisamment de courage, nous, on saura le faire. Donc le message ne date pas d'aujourd'hui, il faut juste le faire vivre, et les femmes sur le continent le font véritablement vivre. On a de belles images de ces femmes, c'est une force qui est là aujourd'hui, on n'y peut rien, on ne peut pas l'arrêter, elles vivent cela. Dans le cas de mon pays, le Sénégal,
où nous avons mis en place une parité totale. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais, la parité est là, c'est une parité totale à l'Assemblée en politique. Le président, l'ancien président de la République, le président Ouad, qui avait poussé à cela, il disait « je m'en vais, mais je plains mes successeurs. Cette force que je vois arriver, je ne sais pas vers quoi ça va nous mener. » Et voilà, et aujourd'hui les femmes sont là. Un pays comme le Sénégal a déjà eu 2 femmes premiers ministres. Vraiment, bon espoir, j'y crois. Elles dessinent aujourd'hui. Elles dessinent aujourd'hui le continent africain. Les femmes, les femmes, les femmes. Deuxième type d'acteur, la jeunesse. Cette jeunesse intellectuelle qui réalise de très belles choses. J'ai pris quelques personnages ici pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Au milieu, Chimamanda Adichie, écrivaine nigériane qui a écrit Americana, à lire absolument aujourd'hui. Je crois que c'est un des plus beaux livres, Americana. Chimamanda, elle est du Nigeria. Elle publie, elle a une très belle plume à lire. À côté de Chimamanda, j'ai mis le portrait de quelqu'un qui s'appelle Fred Swanike. Fred Swanike est installé en Afrique du Sud. Il a créé une académie qui s'appelle l'Académie du leadership africain. Et il sélectionne les meilleurs Africains du continent. Il les accompagne, les jeunes. Mais vraiment, c'est de la graine. Il prend les meilleurs. African Leadership Academy. Cette structure doit avoir une dizaine d'années et nous donne des résultats extraordinaires aujourd'hui. African Leadership Academy, à suivre. Et puis, Felwine Sarr, brillant économiste aussi, et qui est l'auteur donc de cet ouvrage dont j'ai parlé, Afrotopia. Je ne parle pas de l'entrée des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont là, aujourd'hui sur le continent. Ma bonne tante de Saint-Louis, qui est analphabète, qui n'a jamais été à l'école, elle est là, elle a son téléphone tous les jours, elle fait tout, elle envoie de l'argent, elle reçoit de l'argent. Je crois que ce qu'on fait du mobile en Afrique, vous ne le faites pas. Il y a des verbes qui se sont créés. La compagnie de transfert d'argent s'appelle Wari. Le terme warier existe un. Wari, envoie-moi de l'argent. Wari. Tu me fais un wari, on dit wari. Donc, pour vous dire, on vit la nouvelle technologie, on la vit pleinement. Voilà, on est là-dedans. Donc, ça servira pour l'éducation, c'est pour ça que je mets cette... Autre acteur fort dans le schéma où il faut marquer le territoire, notre secteur informel, ce qu'aujourd'hui on appelle le secteur informel. Il faudra légèrement le formaliser. On ne peut pas leur imposer le système fiscal qui est en vigueur ici. Ce n'est pas possible, c'est le tuer, ce secteur informel. Un spécialiste de la question est en face de moi, Emmanuel Kamdem, la tontine camerounaise. Ce sont des leçons que l'on donne au monde aujourd'hui en termes de gestion de patrimoine, de gestion financière, de gestion de l'épargne. Nous avons des choses à apporter à ce fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Donc il existe une force qui est essentiellement féminine sur cette question aussi, sur le continent africain, et qui a plein de leçons à nous donner encore. De belles histoires dans la culture. Nous avons des choses à apporter au niveau de la culture. Grand photographe aujourd'hui que vous trouverez dans toutes les grandes capitales, Omar Victor Diop, Célie Rabican dans la mode, Beauté Congo, cette belle exposition, Fondation Cartier sur l'art congolais, Tidiane Thiam qui dirige le Crédit Suisse. Moi je dis, l'Afrique parfume le monde aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, on est là, l'Afrique est là. Et c'est cela qu'il faut accompagner, que les médias doivent accompagner, que les acteurs politiques doivent accompagner, plutôt que de freiner des élans. Abdrahmane Sissako, Tombouctou, les Césars, il les a raflés comme ça il y a un an. Raflés. On n'a pas vu venir. Un film qui avait été, sur les premiers mois, la critique avait été très dure. Il arrive au César, il prend tout. C'est l'Afrique. C'est la belle Afrique. Elle existe. Des images de personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration et je passe beaucoup de temps avec ces gens. La solution, véritablement, pour moi, elle est de fabriquer, c'est de venir, et donc ce sera par l'école, par la jeunesse. Un continent, on le sait, le Nigeria en 2045 aura plus d'habitants que les États-Unis.
peut-on faire sans un pays comme le Nigeria? Oui, 2045, il passe à plus de 400 millions. Ils seront derrière l'Inde et la Chine, le Nigeria, et les États-Unis viendront après. Avons-nous le droit de faire sans ce pays-là? Et le monde évolue. Ceux de ma génération, lorsqu'on me demandait d'aller à Lagos, ah oui, mais quand même, on a peur, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est ce que j'avais lu, moi, dans les journaux. Lagos, il faut faire attention. Je vais commencer par Abuja avant d'y arriver, c'est tellement dangereux. Eh bien, ce matin, j'ai eu un SMS de ma fille. Elle est à Dakar, je vais à Lagos. Je ne comprends pas. Je dis, bon, voilà, les choses ont changé. On n'a plus peur de bouger. Le Nigeria, on doit faire avec. La croissance démographique, au-delà de la croissance économique dont tout le monde parle, la croissance démographique de ce continent va faire apparaître des mégapoles. On va avoir cette grande ville qui partira d'Abidjan à Lagos. Parce que toutes ces villes vont passer en dizaines de millions d'habitants. Donc on a une nouvelle mégapole qui en 2045 apparaît, parce que toutes les villes d'Abidjan à Lagos passeront à plus entre 5 et 10 millions d'habitants au moins. Vous imaginez? L'une des plus grandes villes au monde va apparaître là, sur le continent africain. La jeunesse africaine, elle est là, elle m'impressionne tous les jours. Je vis avec elle depuis 25 ans. Elle est créative. Et mon optimisme est encore plus grand parce qu'il y a de cela, tous les ans, il y a une grande rencontre qui se déroule à Harvard, organisée par les Africains formés dans les grandes universités américaines. Et j'arrive, il y a 1500 personnes. Jusque-là, j'arrivais, j'avais 1500 personnes, 1400 anglophones, 100 francophones, 2-3 Camerounais, quelques Sénégalais, Ivoiriens, on était 100. 1400. Je me dis, mais... Et là, je sentais une flamme. Je dis, il se passe quelque chose là. Petite inquiétude pour le monde francophone. Et là, maintenant, je note que sur le continent, des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont fait leur parcours dans de belles écoles en France, reviennent en Afrique sans subir les pressions sociales que nous, qui avons toujours vécu sur le continent, avons. Ça arrive, des jeunes, 24 ans, 25 ans, on est chez Deloitte, on est chez Mazars, puisque j'ai vu Mazars mettre son affiche à la porte, etc., etc. World Bank, ils sont là, ils jouent, ils pensent Afrique. Mon message est le suivant, nous sommes juste, nous, des facilitateurs. Nous semons des graines, nous ne savons pas ce qu'elles vont donner, mais la terre africaine est suffisamment fertile pour que nous ayons de belles plantes. Avant de vous donner la parole, parce que je voudrais que ce soit vraiment interactif, je vais terminer par une histoire que vous connaissez certainement tous ici, l'histoire d'un personnage qui n'appartient plus à aucun continent. Il est africain, il est européen, quelqu'un qu'on appelle Pierre Rabhi. Tout le monde connaît l'histoire, mais je l'adapte à la mode africaine, l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Et ce colibri qui est sur une île où il y a tous les animaux du monde, il y a un petit fleuve qui passe, il y a l'incendie, tout le monde panique, tous les animaux paniquent. Et le colibri passe, il va prendre une goutte d'eau qui reverse sur l'incendie. Il le fait, il le fait. Et le lion camerounais qui est là, qui s'énerve, dit « Mais colibri, que fais-tu » Il dit « Je fais ma part, que chacun fasse sa part. » Et j'ai tenté, aujourd'hui, ici, modestement, de faire ma part. Je vous remercie. Monsieur Amadou Diop. Oui. Alors, après ce message d'espoir, que dites-vous à ceux qui ont peur d'aller en Afrique, notamment à cause des derniers événements qui ont pu avoir lieu, notamment les attentats à Grand Bassam, à Abidjan? Que pouvez-vous leur dire? Alors, c'est la question qui nous est posée tous les jours. Non seulement on me dit ça, mais avec un aplomb impressionnant. On me dit en plus, c'est vous qui suivez. Sénégal, c'est vous qui allez suivre. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, donc c'est vous qui allez suivre. Mais ce continent a ses ressources, des ressources humaines fortes,
ceux qui font ça l'ont compris peut-être avant d'autres et font mal. Ils nous font mal. Je suis un des défenseurs de la Côte d'Ivoire. J'en parle partout. Je vois ce pays décoller et pan, on tire dans le dos. Nous n'avons pas le droit de céder. Nous nous battrons jusqu'au bout. J'appartiens à un pays qu'on appelle le Sénégal, où beaucoup de Sénégalais sont dans la salle. Je pense qu'on a encore une force dans mon pays, que beaucoup ont condamné à un moment, qu'on appelle les confréries. On a 2 très grandes confréries au Sénégal, qui sont pour nous nos remparts encore. C'est une forme de rempart. Et qui ne peuvent pas adhérer à ce type d'action, qui ne peuvent pas accepter ce type d'action. Cela est une chose. Je ne vous répondrai pas ce qu'on répond à tout le monde. Le risque, il est partout dans le monde. On le dit, hein, mais bon, il est partout dans le monde. Mais ce n'est pas une raison aussi. Ma réponse doit être plus profonde que celle-là. Oui, effectivement, Paris est risqué, ils arrivent partout. Ils sont capables d'agir partout. Mais l'ignorance entraîne ce qui se passe. Et le fait de n'avoir pas pris nos responsabilités quand il fallait les prendre. Nous, c'est nous tous dans le monde, tous les grands acteurs. Nous avons besoin d'un nouveau type de dirigeant. Ce nouveau type de dirigeant, c'est celui qu'on essaie de faire pousser. On est dans un monde de technologie, donc le T de technologie, retenez-le. On a besoin de dirigeants qui soient audacieux et curieux, qui comprennent le monde, parce qu'il faut former les jeunes à une meilleure compréhension du monde. Celui qui fait ça, c'est parce qu'il ne comprend pas le monde. Celui qui ne participe à ça, c'est parce qu'on ne lui a rien expliqué encore. Donc il faut plus de curiosité, plus d'audace. Retenez le A de audace. Si on arrive à ce type de situation, c'est parce que nos leaders n'ont pas joué le rôle qu'il fallait jouer. Il fallait qu'ils manifestent plus de loyauté. Loyauté vis-à-vis de leur peuple, loyauté vis-à-vis d'eux-mêmes. Lorsque la jeunesse n'a plus confiance en ses dirigeants, il y a un problème. Et on est arrivé à ce stade parce qu'on a eu des dirigeants qui n'étaient pas loyaux vis-à-vis de leur propre peuple. Caricature, un médecin, un ministre de la Santé qui se fait soigner en France, un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas confiance en son système. Il y a eu ça dans nos pays. Heureusement, ça s'atténue. Donc, audace, loyauté, le T de technologie dont j'ai parlé, de l'éthique. Dans les écoles primaires, je développe un programme où on pique les enfants à l'éthique. Comme on les vaccine là, à l'école primaire. J'ai un programme éthique, à la naissance presque. De l'éthique, le E de éthique. Et le R de responsabilité. Si aujourd'hui les jeunes traversent la Méditerranée, s'il se passe tout ça, c'est parce que nous avons une lourde responsabilité. Donc audace, loyauté, autour de la technologie, éthique, responsabilité, les alter leaders. C'est cette graine que nous semons. Et moi, j'ai confiance en cette jeunesse africaine. Il faut juste la former. Ça prend du temps. Une graine, le temps que ça nous donne une plante, ça prend du temps. Mais à nous de jouer notre rôle, nous enseignants, éducateurs. Voilà. Merci, monsieur. J'aurais pu vous donner la réponse facile. Hein. Ils sont partout, ils sont à Paris. Mais bon, il faut aller un peu plus loin que ça, à mon avis. Voilà. Emmanuel, est-ce que tu as droit à la parole? Non, c'est derrière. Elle est derrière. Non, je taquine. Merci beaucoup. Oui. Moi, je suis sénégalais. Oui. Donc, je viens juste d'arriver en France il y a 2 jours. Et je vais bondir un peu sur la question qui a été posée par mademoiselle. Pour dire aussi à ceux qui ont peur de venir en France. Au Sénégal? En France même. Ah, en France, dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que puis on fait le ratio entre ce qui s'est passé à Grand Bassam, qui a fait 18 morts, et ce qui s'est passé avec l'affaire Mera, ce qui s'est passé avec les frères Kouachi et Amédine Koulibaly, et ce qui s'est passé au Bataclan, et que les gens n'aient pas peur de venir en France. Je pense que les gens ne doivent pas avoir peur de partir ni au Sénégal, ni à Grand Bassam encore. Les gens l'ont dit après les attentats de Kouachi perpétrés par les frères Kouachi. Nous ne devons pas céder, nous ne devons pas avoir peur du terrorisme. Parce que le monde actuellement, l'objectif de ces gens, c'est de nous mettre à genoux. Et je pense que si les gens ne veulent pas être mis à genoux, c'est qu'ils devront affronter ce phénomène. Actuellement, si on regarde le ratio
du terrorisme en Afrique de l'Ouest, à part le Nigeria et le Nord Mali, je pense qu'il y a toujours des pays qui sont là et qui n'ont pas encore été touchés. Et jusqu'à présent, combien d'attentats ont été déjoués en France? Et quand je suis arrivé à Paris, je n'ai pas eu peur. Je suis venu à Grenoble, je n'ai pas eu peur, je sors la nuit. Donc je pense que vous aussi, venez au Sénégal et sortez la nuit. Si la mort doit vous trouver au Sénégal, vous allez mourir là-bas. Merci beaucoup. Merci. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Omar. Merci Omar. Juste, donc on va se mettre d'accord sur quand même 2-3 points. Excusez-moi, hein, c'est vous le modérateur. Si on peut avoir des questions très courtes pour que tout le monde puisse parler, ce serait, voilà, hein, qu'on n'ait pas de développement, qu'on évite des développements. Mais merci Omar, et c'est le message. Hein. Je ne voulais pas rentrer dans un principe de le concours de on a eu plus de morts qu'on a eu moins. Je ne voulais pas rentrer dans ça en fait, mais bon, c'est ce qu'on entend le plus. Il y a un point quand même, juste avant. J'ai beaucoup parlé de responsabilité. Je vais manifester un peu, moi j'ai une inquiétude aussi par rapport au continent africain, et parce que j'ai des jeunes Africains, c'est la relation au pouvoir. On me dit que c'est humain, ce n'est pas seulement l'Afrique. Nous avons critiqué, nous avons tous, dans la génération, on a tous milité hein, contre tout. On a milité contre tout. Voilà, il y a des âges, il fallait être contre tout, on a été contre tout à un moment. Mais lorsque ceux de ma génération sont arrivés au pouvoir et qu'eux ont eu les attitudes de ceux qui étaient là avant, la pression, vous voyez de quoi je parlais, cette pression du pouvoir, on est là, on est au-dessus de tout le monde, on oublie ce pourquoi d'ailleurs on a été élus souvent. Là, ça devient dramatique. Lorsqu'on a trop vite la grosse tête, ça devient dramatique. Et je pense que dans nos formations, dans la formation au leadership, il nous faut inviter la jeunesse à beaucoup d'humilité. C'est important. La relation au pouvoir sur le continent, la relation au pouvoir de manière générale, me diront les sociologues, est à méditer sur le continent. Voilà, toujours le sens des responsabilités des chefs. Je rentre d'un pays, le Cap-Vert, j'en parlais hier à des amis. Petit pays, me dira-t-on, 600, moins d'1 million d'habitants. Il y a plus de Cap-Verdiens à Boston qu'au Cap-Vert. Mais bon, les ministères sont dans un petit bâtiment. Tous les ministères sont là. 19h, vous allez faire les courses. Le ministre fait ses courses, il fait sa queue. Comme tout le monde, il fait la queue. Les élections, veille d'élection, le chef de l'État quitte, le président de la République quitte sa maison. On est en campagne. Mais ceux-là ont des leçons à donner au monde en termes de gouvernance. Ce sont des Africains. Cette relation au pouvoir, ramenée au simple service. Il faut servir l'autre. On est là pour servir l'autre. Ce sont des leçons qu'ils doivent donner au monde. Alors que dans d'autres pays, quand le président doit sortir, 1 heure avant, tout est barré. Les cortèges, etc., etc. Et là, je suis un peu plus dur aussi vis-à-vis de tout ce système-là. Ça peut paraître trivial, mais retenons qu'un 4x4, pour moi, c'est une université en puissance. Un 4x4, un véhicule 4x4. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi. C'est une université en puissance qui a disparu. S'il y a des experts, des organismes internationaux, je suis désolé. Mais un seul expert Banque mondiale qui vienne faire une visite sur le continent africain, une mission, c'est une école en puissance qui a disparu. Ça, voilà les messages qu'il faut délivrer. Arrêtons de nous mettre le doigt dans l'œil. On sait où sont les problèmes. Arrêtons certaines choses. Nos gouvernants le savent, nous ne sommes pas dupes, nous le savons. Voilà. Je voulais délivrer aussi ce message. Oui. Oui. Bonjour monsieur, je voudrais juste vous poser une question par rapport au trauma auquel vous avez fait référence. Et il y a eu un ouvrage qui vient de paraître de Daron Acemoglu et James Robinson qui s'appelle « Pourquoi certains pays réussissent et pas d'autres ». Et justement, ils expliquent que, à un moment dans le livre, si l'Afrique ne réussit pas finalement, c'est bien à cause de ce que vous avez dit et surtout parce que ça a fait perdre tout espoir en l'avenir aux populations. Et donc là, ce que vous nous avez dit, c'est l'exact inverse. Donc, voilà. Comment faites-vous le lien ? Moi, j'ai voulu délivrer un message d'espoir. Effectivement, certains ratios sont donnés. Quand on nous dit que le Sénégal et la Corée avaient les mêmes ratios en 1960. Et aujourd'hui, on voit ce que la Corée du Sud est devenue et ce que la position du Sénégal. Mais avant ça, il s'est passé un certain nombre de choses. La relation à l'éducation et ces années dont je parle.
je pense que, et c'est le mérite peut-être du président Senghor et des personnes de cette génération, l'on nous a appris très tôt, tous les discours du président Senghor, il y avait deux mots, la civilisation de l'universel. C'est rien d'autre que la mondialisation dont on parle aujourd'hui. Mais depuis 1960, on a entendu ça. Il nous faut aller au rendez-vous du donner et du recevoir parce que nous allons vers la civilisation de l'universel. Et dans nos pays, je pense qu'on nous a appris, nous, à connaître l'autre. Ce que je dis, on nous a appris à connaître l'autre, à accepter l'autre, à vivre l'autre. Vous avez des Sénégalais mais qui aiment la France. Mais quand je dis qui aiment la France, qui connaissent la France. Mes parents ont appris que leurs ancêtres étaient gaulois. C'est ce qu'ils ont appris. Je vous ai dit, nous, on a appris les Carolingiens, les Mérovingiens, les autres. On sait tout. On sait tout. On a tout appris, nous, de l'Europe et du monde. Un Sénégalais qui va au bac, il vous décrit la Chine comme s'il avait été en Chine. Le Japon, on sait tout. C'est notre programme. On vit ça. Donc, on a appris à positiver. On aurait pu mal réagir. On a appris à positiver. Je pense qu'on est, je ne veux pas dire qu'on est des peuples calmes. On a nos modes de combat et je vais utiliser, j'emprunte le terme à Césaire, les armes miraculeuses, la plume. On sait réagir par la plume, par les écrits, par la danse. On a fait nos révolutions à notre manière, sans une goutte de sang, dans plusieurs pays. Voilà. Est-ce que ça vous... Oui, voilà. Merci, monsieur, pour votre exposé. Concernant l'éducation, on a beaucoup parlé de l'éducation primaire, mais selon certains rapports, dont la Confémen, la Confédération des ministres de l'Éducation nationale, l'école primaire ne va pas très bien, pas bien du tout même. On a 70-80 enfants par classe. L'école publique n'a pas beaucoup de moyens. Donc les écoles privées se développent, sont très chères. Les possibilités d'aller au collège, au lycée, on ne sait même pas où ça peut aller. On parlait d'éthique, mais il y a des gros problèmes. Je ne veux pas parler des grossesses scolaires ou d'autres choses vraiment dramatiques qui se passent dans l'école primaire en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vous remercie. Je ne ferai pas une deuxième conférence, mais là, c'est mon sujet, c'est ma vie, c'est mon quotidien depuis 30 ans. 30 années, je les ai consacrées, mais je veux dire, jour après jour, j'ai consacré ces 30 années à l'éducation en général, pas seulement à l'enseignement privé. Lorsque j'ai créé ce groupe, c'était un groupe privé, d'accord, on va la faire courte, c'est un groupe privé. Nous avons formé, et c'est pour ça que je parlais des experts, en 25 ans, sans avoir jamais reçu un franc d'un État, d'un organisme international, de qui que ce soit, pas un franc, près de 20 000 Africains sur du supérieur, ce qu'on appelle le groupe ISM. Ils sont une dizaine de campus dans le pays. Nous avons créé des lycées avec un modèle social, un système d'équilibre, où 10 à 20% des personnes ne payent pas parce qu'il fallait les chercher, il fallait accompagner. On est naturellement, lorsqu'on est dans de l'entrepreneuriat sur le continent, on est naturellement entrepreneur social. J'habite Saint-Louis, un élève de Saint-Louis ne va quasiment pas payer. Bon, mais c'est un système. On a mis en place un système où, dans les régions, il y a une décote, etc. etc. Mais on est honnête, on a gagné de l'argent. Et aujourd'hui, avec les étudiants que j'ai, nous sommes allés visiter les écoles primaires dont vous parlez, les abris provisoires, ce qu'ils appellent les abris provisoires. Je n'ai pas pris de photo d'abris provisoires, j'aurais dû. Voilà, quelques branches, et puis voilà, les enfants sont là. Comme vous dites, ils peuvent être 80, ils peuvent être... Et c'est là que j'ai rencontré cet instituteur qui me dit, derrière Seyou, je dois faire 17 km tous les vendredis pour charger mon téléphone. J'ai invité les étudiants du groupe supérieur, du groupe privé, de mon groupe, à consacrer leur temps à ces jeunes des écoles primaires. On est partis, nous, autour d'une fondation, autour de 4 axes. Les étudiants consacrent du temps on les forme donc à l'environnement, ne plus jeter un sachet plastique, la santé, apprendre à se laver les mains. Moi, j'avais dit santé bucco-dentaire, ils ont vu que les jeunes ne savaient pas se laver les mains. Déjà, il fallait apprendre ça. La créativité, libérer donc la créativité, ça peut être banal ici. Et puis le sport.
Je suis parti du fait que, étant élève en école primaire, j'ai eu de tout mon cursus une visite. Par an, c'était le photographe qui venait. Et puis on a eu un magicien une fois. C'était un événement pour moi. Alors le fait de faire passer ces personnes, ce que j'appelle les partageurs, les adopteurs, dans les écoles primaires, sans moyens, ce n'est pas une question d'argent, c'est du temps qu'il faut donner. Apprenons à donner du temps aux autres. Et je vous assure que si tous les Africains que je croise acceptaient de visiter tous les ans une école primaire, juste une seule, les choses changeraient. Déjà, la responsabilité. On a une grande responsabilité. Les chiffres, vous les avez donnés, on les connaît, c'est bien cela. Et j'ai donné aussi tout à l'heure un élément de réponse. Les organismes internationaux, moi, je veux bien, ce sont des amis qui y sont. Mais ils font souvent du mal aussi. Image, je vous ai dit comment nous avons démarré avec 3 millions de francs CFA, 20 000 Africains. Un véhicule 4x4, c'est 50, 60 millions de francs CFA. On les voit défiler comme ça pour aller réfléchir au système éducatif. Les vagues de missions Banque mondiale qui arrivent sur Dakar. Je vous dis, chaque expert, c'est une école qui disparaît, qui est enfuie. Voilà. Ça peut paraître trivial, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un savant. Moi, je vous dis ce que je ressens. J'ai créé, voilà, 3 millions, on peut faire. Que chacun fasse. Voilà. Ça fait mal, c'est vrai? Non, c'est une réalité. Quand on visite ces écoles, on a mal. On a mal. Mais bon, note d'espoir, nous apportons nos parts, que chacun apporte sa part. Merci. Oui, Emmanuel. Après, oui, allez-y. Après, allez-y, monsieur. Après, il y a monsieur Devant. Bonsoir, merci beaucoup. Je rebondirai sur la notion de responsabilité. Alors, je m'appelle André Prochasson, je suis président d'une toute jeune association qui s'appelle Côte d'Ivoire, Rechercher et dire la vérité. Alors, ma question portera sur la politique africaine de la France et que j'illustrerai par un témoignage qui a été apporté cette semaine à la Cour pénale internationale dans le cadre du procès du président Gbagbo. Le dénommé Sam l'Africain évoquait comment une munition d'armes lourdes française tirée par l'armée française a arraché la tête d'une femme à Abidjan lors d'une manifestation du 9 novembre 2004. Alors, ma question, professeur, c'est quel message pourriez-vous faire passer aux citoyens français que nous sommes ici nombreux, quel message faire passer par rapport à peut-être un changement de la politique africaine de la France? Merci. Je pense que tout mon... Monsieur voudrait la parole. Ça y est. Je pense que tout mon message, toute mon allocution était très orientée vers les Français et vers, je pense en tout cas, vers les Français et vers les autorités françaises, je pense. Ça ne se règle pas comme ça dans vos écoles. Enseigner l'Afrique. Qu'on ait une autre relecture du monde. Par la presse, par les médias, présenter l'Afrique belle qui existe. Parce qu'elle existe. Tous ces gens que vous traitez de malheureux, vous avez vu le sourire qu'ils ont? Tous les gens, ce sourire qu'on a, on vit avec ce sourire. Les éclats de rire que vous pouvez avoir dans Dakar. Et puis après, bon, la pauvreté. Je n'ai pas dit que la pauvreté n'existait pas. Les repères, les modèles peuvent être différents. Mais je vais très loin dans les systèmes éducatifs, intégrer l'Afrique différemment. Et que le jeune français apprenne à aimer l'autre, tout simplement. Ça aussi, c'est une valeur africaine. Ubuntu, on dit. Je suis parce que vous êtes. Si, en début d'année, dans les écoles, on commençait par ça, je suis parce que tu es. Si on commençait les formations par cela, je pense que le monde se porterait différemment. Ça peut, on dira en sortant de là, on dira, oh, c'est un rêveur, il est idéaliste celui-là. Mais ça a permis de former quand même quelques milliers de jeunes Africains, 1000 graines idéalistes
ça peut changer le monde. Hein. Voilà. Je vous remercie. J'apprécie votre sourire. Voilà, on se comprend, je crois. Voilà. Ok, merci Amadou. Oui. On est d'accord hein, sur le fort potentiel de la jeunesse africaine, et ce qui me permet de revenir à la question du rapport au pouvoir que tu as évoqué. Parce qu'en fait, on a ici une situation contrastée, une jeunesse que tu as très bien décrite et qui est enthousiaste, et qui constitue vraiment le fer de lance de l'avenir de l'Afrique pour demain. Mais face à cette situation très optimiste, on a une autre situation qui pose problème. C'est celle de la vieillesse. On est tous, on a beaucoup de respect hein, pour la vieillesse. On sait ce que ça représente sur notre continent, la vieillesse. Mais le problème, il est ailleurs. L'Afrique est le continent qui aujourd'hui a le plus grand nombre de chefs d'État qui restent le plus longtemps au pouvoir, qui a le plus grand nombre de dirigeants vieux, pas dans le sens africain de terme, c'est-à-dire sages, mais dans le sens où, en fait, ils ne permettent pas, ils ne facilitent pas la transition générationnelle. Alors, quelques exemples qu'on connaît tous, c'est le Sénégal. Ouad, bon, sa tentative malheureuse de rester au pouvoir, ça n'a pas marché. En Algérie, on a un chef d'État qui ne marche plus que sur une chaise, qui se déplace plus que sur une chaise roulante. Au Zimbabwe, on a un Mugabe, 92 ans, mais qui continue à dire « je suis aussi jeune que lorsque je l'étais il y a 50 ans ». Je peux continuer à citer comme ça des exemples. Alors, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a là un véritable problème, celui de la transition générationnelle? Merci Emmanuel. Je sais que tu connais la réponse à la question, mais juste avant de cela, tout à l'heure je disais qu'il fallait, je reviens à ta question, elle est importante pour moi, je disais qu'il fallait apprendre à aimer l'autre, à aimer l'Afrique. Et je vois dans la salle donc quelqu'un avec qui j'ai été à l'école, nous avions 12 ans. Elle est française, elle vit à Grenoble. Et aujourd'hui, face à tout problème, c'est pour ça que je crois en la graine, face à tout problème, on a les mêmes réactions. Voilà. Donc, Emmanuel Kamdem est un des plus grands professeurs de management que j'ai pu rencontrer. Il dirige une grande école au Cameroun. Les questions dont on parle, il les maîtrise tant sur le plan théorique que pratique. Il veut juste mon avis. Nous avons des populations jeunes, dirigées par des vieux qui ont des méthodes anciennes. Je suis d'accord. Et c'est là qu'est mon espoir. Cette jeunesse ne va pas laisser les choses se passer, en tout cas dans le pays qui est le mien. Je le connais, je les connais, je vis avec eux. On a un référendum dimanche. J'écoute les jeunes parler. Il faut leur expliquer les choses, sinon ça ne se passe pas comme ça. On n'est plus dans mon pays, le Sénégal, on n'est plus dans la phase où, comme il y a 30 ans, on pouvait demander aux chefs religieux de donner un message en disant tout le monde vote là ou là. Ils peuvent donner le message qu'ils veulent, les jeunes feront ce qu'ils auront envie de faire. Emmanuel, ce que nous faisons, les fruits, nous ne les aurons pas demain. Mugabe est encore là, pour combien de temps? Les autres seront là encore. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de former les jeunes qui demain vont diriger nos pays, toi et moi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dans la série, tu n'as pas mis le Cameroun. Ton pays. Hein, bon, où il y a des exemples intéressants à raconter. Hein, voilà, hein, je ne sais pas si c'est anecdotique. Le président qui rencontre un ministre. Ah, tu es encore dans le gouvernement, toi? Mais bon, la série, là, en termes d'équilibre, c'est pas sympa, là. Hein, voilà. Combien d'années le président Biya? Il est au pouvoir depuis 35 ans. Voilà, tu voulais être sûr de pouvoir retourner au pays en arrivant et de ne pas être bloqué. C'est pour ça que tu retournes au pays. Et voilà, non, je taquine. Mais c'est sur cette jeunesse qu'on doit miser. Je dis même notre génération, nous nous sommes trompés, nous nous sommes trompés. Et il faut qu'on le reconnaisse. Et nous n'avons pas eu les bons comportements, pas les bonnes attitudes. Du fait du traumatisme dont j'ai parlé tout à l'heure, on a encore ce complexe qui est là, positif ou négatif, mais on a ce complexe, cette réaction. Je le dis, moi, un Français qui vient faire des affaires avec moi, tout de suite, je sors quasiment les pistolets en disant, bon, pas de condescendance avec moi. Hein. Voilà, tout de suite. C'est une forme de réaction qu'on a, nous.
Mais je pense que la jeunesse, celle-là, elle ne va pas laisser les choses se passer. Il faut guider, il faut former. Je l'ai dit, il faut piquer à l'éthique. Après, c'est aux sociologues peut-être que je poserai la question. Est-ce que c'est l'être humain qui a cette relation au pouvoir naturellement? Ce n'est pas une question seulement africaine. Ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, vous avez vu l'actualité du Brésil? Et c'est ce qui se passe sur le continent, ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, je mise sur cette jeunesse. Ce n'est pas demain. Nous ne serons pas là, toi et moi, mais eux changeront les choses. Voilà. Nous sommes dirigés par des vieux, oui. Mais on a eu un sage dans mon pays, le président Senghor, et je ne suis pas un défenseur du président Senghor, qui à un moment s'est dit « je m'en vais ». Et il est parti. Je m'en vais. Il avait 70 ans à peu près. Je m'en vais. Voilà. Piquons les jeunes à cela. Et racontons cette histoire. Qu'il y a des chefs d'État qui, à un moment, disent « on s'en va ». Voilà. Parce qu'aux infos, moi je vois Mugabe tous les soirs. On ne dit pas que Senghor l'a fait. Voilà. Le timing. Merci, monsieur Amadou Dio, pour cette conférence, pour ce message d'espoir. Merci à tous d'avoir participé activement. Mais vous aurez l'occasion de discuter plus amplement avec monsieur Dio. D'ailleurs, il y a des ateliers Débattons-en qui sont organisés à la Linguatech à partir de 13 h. Vous aurez l'occasion de débattre avec monsieur Dio et d'autres personnalités durant ces ateliers. Donc, J'aime en débat vous attend pour ces ateliers. Je me réserve le mot de la fin quand même. Bien évidemment. Je me le réserve. C'est toujours pour moi un bonheur que d'échanger avec l'autre. Échanger avec des personnes que je n'ai jamais rencontrées et lire dans les yeux et dans les sourires des uns et des autres l'espoir. Parce que toutes les personnes que j'ai vues ici ont foi en ce continent, je le sens. Si vous êtes déplacés déjà pour venir ce matin dans cette salle, c'est que vous avez foi en l'homme, foi en ce continent africain. Et je vous assure que ce siècle, ce n'est pas une parole, ce siècle est le siècle de l'Afrique. Nous sommes là à Grenoble à parler de l'Afrique. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Il y a un miracle africain. Je ne veux pas le comparer à ce qui s'est passé en Asie. Il se passera quelque chose sur le continent africain. Il est en train de se passer quelque chose. Aujourd'hui, on le fait passer par nos valeurs, par notre culture. C'est ça notre richesse. Et nous vous invitons à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous remercie. Merci.